travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir une explication logique. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Dans cet épisode, y a-t-il quelque chose sous la ville de Seattle qui fait tomber les poteaux électriques comme des dominos? Ça peut arriver à n'importe qui sur n'importe quelle route. Une étrange tornade apparaît au-delà du cercle polaire. C'est un tourbillon constitué d'animaux. Il vaut mieux éviter de se retrouver au milieu. Et un train direct pour l'enfer. Je ne sais pas ce que ce train transporte, mais je préfère rester à distance. Matt Kutcher pourra-t-il résoudre ce mystère? Chaud devant! D'étranges phénomènes, Oh mon Dieu! des mystères ont été filmés. Que cachent ces étranges vidéos? Les steppes enneigées près de Pavlodar, au Kazakhstan. Janvier 2015. Des wagons sont arrêtés sur des rails abandonnés. On est face à un paysage de désolation. Il a l'air de faire extrêmement froid. Quelque chose ne va pas. La personne qui filme est en train de reculer, comme si quelque chose de grave allait arriver. Tout à coup, Quoi? C'est quoi cette explosion? L'explosion est très intense. La moitié du train est partie en fumée. Pourquoi cette explosion? Qu'est-ce qui s'est passé? selon l'historien Martin Morgan, ces rails ne devaient pas servir au transport de cargaisons ordinaires. Ce n'est pas un train classique. On dirait qu'il transporte une sorte de container industriel. Ce n'est pas évident au premier coup d'œil. Mais en y regardant de plus près, on voit que le centre du wagon bascule. La cargaison de ce train est déversée volontairement. L'ingénieur Nick Householder découvre que la région de Pavlodar, au Kazakhstan, produit 75% des ferroalliages du pays. Ces produits sont obtenus en mélangeant du fer à d'autres éléments, tels que du manganèse ou du silicium, au cours d'un procédé extrêmement dangereux. Pour créer ces alliages, on fait fondre du minerai de fer à des températures extrêmement élevées dans des hauts fourneaux. Le métal liquide incandescent fait partie des choses les plus dangereuses qui existent. Et les sous-produits de cette fusion peuvent être tout aussi dangereux. Ce procédé produit beaucoup de matières résiduelles. Les déchets issus de la fusion peuvent atteindre une température de 1400 degrés, soit un quart de la température de la surface du Soleil. Les déchets sidérurgiques sont évacués pour être déposés dans des terrils. 500 millions de tonnes de déchets sidérurgiques sont produits chaque année à travers le monde. Habituellement, lorsque les déchets issus de la fusion sont déversés sur le sol, ils se solidifient. Ils n'explosent pas violemment. Il doit donc y avoir autre chose à l'origine de cette puissante explosion. C'est peut-être le fait que ces scories aient été déposées sur un sol gelé qui a causé l'explosion. Matt Kutcher va pouvoir nous éclairer. Cet expert en pyrotechnie qui travaille pour Hollywood crée des explosions depuis 20 ans. Regarde un peu cette vidéo. Qu'est-ce que tu regardes? Boum! La personne qui filme savait ce qui allait se passer. Tu as vu comme elle recule? Ouais, tu m'étonnes. La quantité d'énergie thermique qui se dégage est incroyable. C'est fou. Oui, c'est fou. Au Kazakhstan, en janvier, lorsque cette vidéo a été tournée, les températures peuvent descendre jusqu'à -47 degrés.
Matt va chercher à comprendre si la présence de glace au sol peut expliquer l'explosion des déchets sidérurgiques. Si on verse du métal en fusion sur de la glace, est-ce que ça crée une explosion aussi violente? On doit pouvoir trouver un moyen de tester ça. Oui, faisons ça. Matt et son équipe fabriquent un dispositif qui simule le déversement du métal en fusion depuis un wagon. Voici un beau bloc de glace. La glace jouera le rôle du sol gelé des steppes kazakhs. L'équipe doit maintenant trouver un moyen de verser du métal fondu dessus, tout en se tenant à distance. Verse. Parfait. Ça va marcher. À la place des résidus métalliques, Matt utilise du cuivre, dont le point de fusion est de 1085 degrés. Bon, on a la glace, on a du cuivre en fusion. Ce sera bientôt prêt. On accroche le creuset là-haut. On le remplit de cuivre, qu'on verse sur la glace et on voit si ça explose. Si la théorie de Matt se vérifie, c'est la catastrophe assurée. Écartez-vous. Le câble va lâcher. Chaud devant. 3, 2, 1, allez. Waouh! Quelle explosion! Le cuivre en fusion coule sur le bloc de glace. À son contact, son énergie calorifique est transférée vers l'eau solidifiée. La glace fond, elle bout, puis se transforme en vapeur. En une fraction de seconde, son volume d'origine est multiplié par 1700. L'explosion projette des gouttes de cuivre en fusion dans toute la pièce. C'est pas mal pour briser la glace. Regardez le cuivre. Et voilà le travail. C'était trop cool. Regardez, le bloc de glace s'est désintégré, il y en a partout. Lorsque le métal en fusion a touché le bloc, la glace a bouilli. Quand la glace bout, elle se transforme en vapeur. La vapeur se dilate et c'est l'explosion. Le wagon devait contenir du métal en fusion, quelque chose de très chaud. Lorsque ce métal en fusion s'est déversé sur le sol gelé, ça a créé un énorme nuage de vapeur qui a explosé. Boum! Boum. C'est ce que j'appelle renverser la vapeur. L'expérience de Matt démontre la puissance explosive libérée lorsque de l'eau entre en contact avec du métal en fusion. Mais Brian Wolchon remarque que l'expérience de Kutcher ne produit pas une boule d'énergie comme celle qui est visible dans la vidéo d'origine. Lorsque la glace se transforme en vapeur d'eau, on ne s'attend pas à voir apparaître des flammes. La question est de savoir ce qui est à l'origine de cette débauche d'énergie. Au Kazakhstan, un homme marche à reculons pendant qu'un train déverse des déchets sidérurgiques en fusion sur un sol gelé. Le spécialiste en explosifs Matt Kutcher pense que c'est la vapeur d'eau produite par la glace en ébullition qui est à l'origine de l'explosion. Mais cela n'explique pas l'énorme boule de feu qui apparaît ensuite. Lorsque de la glace ou de l'eau se transforme en vapeur, on ne s'attend pas à voir une explosion comme ici. Tout semble indiquer que c'est une réaction chimique qui produit l'explosion. Les molécules d'eau sont composées de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, H2O. Lorsqu'on sépare ces molécules, c'est là que ça devient dangereux. L'hydrogène est un gaz hautement inflammable. C'est lui qui produit l'énergie solaire. En analysant les images, l'ingénieur Nick Householder est convaincu que les flammes résultent d'une puissante explosion d'hydrogène. La température des scories est peut-être suffisamment élevée pour que l'oxygène et l'hydrogène de l'eau se soient séparés, ce qui a donné ce mélange explosif à une température d'environ 1400 degrés. Par miracle, personne n'a été blessé dans cette violente explosion d'hydrogène. En tant qu'ingénieur, si j'assiste à une telle explosion, je m'éloigne le plus vite possible. Cette vidéo montre comment de simples règles de physique peuvent mener à de dangereuses explosions. Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30
à Canal T. Maintenant, à Tukwila, dans la banlieue de Seattle. « 9 avril 2019, 15h50. C'est une journée de pluie classique. La caméra tremble, elle est secouée dans tous les sens. Oh, regardez, il va tomber. Et voilà, incroyable. Oh! Le piéton parvient tout juste à traverser la rue, sans se faire tuer. Il a eu de la chance. Puis un deuxième poteau tombe, et un troisième. Il est cassé en deux comme une allumette. Un conducteur ne parvient pas à s'arrêter à temps. Il s'est écrasé sur le pare-brise. Il a presque coupé la voiture en deux. Une partie de la ligne électrique se retrouve dans la voiture. C'est de la folie. C'est vraiment hallucinant. L'électricité circule maintenant en toute liberté. Dans cette situation, il y a un vrai danger de mort. En tout et pour tout, 26 pylônes électriques sont mystérieusement tombés sur les routes, comme des lames de guillotine. Par miracle, le couple qui se trouvait dans cette voiture a survécu. Mais la cause de ces chutes reste inexpliquée. Pourquoi tous ces poteaux électriques tombent en même temps? David Wallace découvre que la mégalopole de Seattle, aussi moderne soit-elle, abrite un secret très ancien. Sous la ville se cache un réseau de passages souterrains datant du 19e siècle, qui ont été condamnés en 1907 par peur de la peste bubonique. L'épidémie, aussi connue sous le nom de peste noire, qui a décimé un tiers de la population de l'Europe au XIVe siècle. C'est vraiment étrange, quand on est dans la rue, de se dire qu'il y a tout un réseau de tunnels sous nos pieds. Et s'ils s'effondrent, qu'est-ce qui se passe? Certaines de ces galeries souterraines ont été transformées en salles de jeu illégales ou en squats. Si ces dangereux sous-sols en gruyère devaient s'effondrer, les conséquences en surface pourraient être catastrophiques. Il est tout à fait possible que cela ait déstabilisé le sol à la surface, au point qu'en cas de pluie violente, les poteaux électriques se mettent à tomber. En analysant les images, l'entomologiste Kevin Kasky pense qu'un indice se trouve peut-être à l'intérieur des pylônes. Ces poteaux électriques sont marron foncé. Ils ont l'air d'être en bois. Je me demande si ce n'est pas une infestation de parasites qui serait à l'origine des dégâts. Seattle est surnommée la cité émeraude en raison des forêts luxuriantes qui l'entourent. Mais Kasky découvre que tout cela est en train de changer. La ville est plutôt en train de devenir la cité marron foncé, parce que les forêts alentours sont ravagées par les scolites. Il existe plus de 600 espèces de scolites aux États-Unis. Ces minuscules terroristes se nourrissent principalement d'arbres morts, mais certains s'en prennent aux arbres en bonne santé. Et les conséquences sont dramatiques. Les scolites creusent l'écorce des arbres pour pondre leurs œufs. Ensuite, c'est la larve qui commence à grignoter l'arbre et qui l'expose aux éléments extérieurs et à des maladies. Avec le réchauffement climatique, les scolites se sont déplacées vers le nord. Elles sont passées de la Californie aux forêts de Seattle. Mais l'ingénieur Brian Walshon remarque que ces poteaux se sont écroulés à l'endroit même où une faille géologique potentiellement majeure vient d'être découverte. Cette région de l'État de Washington se trouve sur ce qu'on appelle la faille de Cascadia, qui était pratiquement inconnue des scientifiques jusqu'à il y a 30 ou 40 ans. Est-ce que ce qu'on voit sur cette vidéo pourrait être le résultat d'un séisme ? Le dernier choc sismique de taille, un séisme de magnitude 6,8, a secoué Seattle le 28 février 2001. Les dégâts sur les routes et les bâtiments ont été estimés à $1 milliard. 400 personnes ont été blessées. Mais ce n'est rien comparé à ce qui est annoncé. La zone de subduction de Cascadia
s'étend sur 1000 km le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord. Toutes les grandes villes de cette région des États-Unis ont été bâties sans connaître l'existence de cette faille. Et ça fait d'elles des cibles potentielles. Les scientifiques pensent que la zone de subduction de Cascadia est sous tension depuis le dernier mégaséisme de 1700. Ça fait déjà longtemps qu'il aurait dû y avoir un énorme séisme sur la côte pacifique. Quand ça arrivera, ça fera très mal. D'abord, des ondes sismiques détruiront les ponts. Et les bâtiments qui ne sont pas en béton armé s'écrouleront. Le sol de Seattle va se liquéfier. Les barrages céderont, les incendies se déclareront. Après le tremblement de terre, un tsunami de 1000 mètres de long viendra déferler sur la côte ouest. Un mur d'eau de 6 à 30 mètres de haut viendra ravager 360 000 km² de terre. Les autorités prédisent que tout ce qui se trouve à l'ouest de l'Interstate 5 sera intégralement détruit. Et lorsque l'eau se retirera enfin, elle laissera derrière elle un paysage désolé et méconnaissable. Toute la région sera absolument dévastée. Les experts craignent que la catastrophe de la faille de Cascadia surpasse tous les séismes que les États-Unis ont connus jusqu'à présent. Les spécialistes l'ont baptisé le Big One. Et il y aurait un risque sur 3 pour qu'il se produise dans les 50 prochaines années. Ça fait longtemps qu'on retient notre souffle. Un jour, ça finira par arriver. Et la ville de Seattle ne s'en remettra pas. Aucun tremblement de terre n'a été enregistré dans les jours précédant l'effondrement des poteaux électriques. Mais tous les 2 ou 3 ans, on observe des mini-séismes liés à la faille de Cascadia, qu'on appelle des tremblements épisodiques. Est-ce qu'un tremblement épisodique aurait pu entraîner la chute de ces poteaux électriques? Si ce qu'on voit ici est la conséquence de ces tremblements épisodiques, est-ce que ça pourrait vouloir dire que le Big One est pour bientôt? Mais aucun tremblement épisodique n'a été enregistré à Tukwila ce jour-là. C'est forcément autre chose. À Seattle, 26 poteaux électriques se sont mystérieusement effondrés, prenant au piège un conducteur et sa passagère. L'ingénieur David Wallace pense que les poteaux étaient peut-être défectueux. Les poteaux électriques sont fabriqués avec des troncs d'arbres. Avec le temps, l'arbre va commencer à pourrir, il va se fragiliser et il va finir par tomber. La durée de vie moyenne d'un poteau électrique est d'environ 45 ans. Mais dans la région de Seattle, il fait doux et humide, ce qui accélère le pourrissement. Il suffit d'un maillon faible pour que toute la chaîne s'écroule. Les lignes électriques se trouvent à 10 mètres de hauteur. Elles fonctionnent comme des leviers. Les câbles électriques sont sous tension de part et d'autre. Si on ajoute à cela du vent ou un autre mouvement quelconque, le poteau peut se retrouver soumis à trop de forces contraires et il risque de lâcher. Nos experts découvrent que ce jour-là, des vents soufflaient à 50 km/h, avec de fortes rafales, et que la pluie avait assoupli le sol. Des ingénieurs de la compagnie d'électricité ont constaté que 6 des poteaux qui s'étaient écroulés présentaient un état de pourrissement avancé. Tout était réuni, toutes les conditions étaient présentes pour faire tomber ces poteaux électriques. Des vérifications supplémentaires révèlent que 6000 autres poteaux exigent une intervention urgente. Si on n'intervient pas rapidement, on va retourner au Moyen-Âge. Ça ne concerne pas uniquement Seattle. C'est un problème qui touche tout le pays. Ils arrivent à la fin de leur espérance de vie. Et il y a des millions de kilomètres de lignes électriques aux États-Unis. Ces poteaux pèsent plus de 300 kilos. Et lorsqu'ils tombent, ils ne font pas de cadeaux. Les pompiers vont mettre 1 heure avant de couper le courant et de parvenir à extraire le couple de la voiture accidentée. Ils s'en tirent avec de graves contusions. Ils ont eu vraiment beaucoup de chance de s'en sortir vivants. On dit que ce qu'il y a de plus dangereux sur la route, ce sont les autres conducteurs. Mais ce jour-là, c'était un pylône électrique.
Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Maintenant, sur le massif du Lovozero, en Laponie russe. Une région sauvage et inhabitée située au nord du cercle polaire. 30 avril 2018. Un drone filme une mystérieuse masse qui tournoie au milieu d'une immense plaine enneigée. On voit le cercle qui soulève de la neige. Qu'est-ce que c'est ce cercle? Il est énorme. En s'approchant, le drone révèle qu'il s'agit d'un troupeau de rennes. C'est comme une tornade d'animaux. C'est surréaliste. Pourquoi tous ces animaux tournent en rond? Ils font tous la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la nature qui débloque? La biologiste Jade Lovell étudie la spirale infernale que décrit ce troupeau de rennes. Elle a déjà observé ce genre de comportement chez d'autres espèces. Et ce n'est jamais bon signe. Certains animaux tournent en rond lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils souffrent d'une infection cérébrale ou parasitaire. Chez certains animaux, le fait de tourner en rond est connu pour être un signe de rage, ou pire. Au nord-est des États-Unis, on a observé une augmentation de morts soudaines chez les orignaux. C'est dû à un parasite qui attaque le cerveau et qui pousse l'animal à tourner en rond inlassablement. Ce parasite qui tue les orignaux et qu'on appelle communément le ver des méninges se retrouve souvent chez le cerf de Virginie. Lorsque le parasite infecte un orignal, les vers remontent le long de sa colonne vertébrale pour atteindre le cerveau et dévorer sa matière grise, ce qui finit par le rendre fou. L'orignal commence alors à tourner en rond. Il ne pense plus à manger. Alors au bout d'un moment, il meurt. Ce parasite est de plus en plus répandu. Comme il fait de plus en plus chaud, les cerfs de Virginie s'installent dans des régions où ils ne venaient pas jusqu'à présent. L'étrange comportement de ces rennes serait-il dû à la présence de parasites dans leur cerveau? Les infections parasitaires du cerveau ne touchent pas que les animaux sauvages. Les humains peuvent aussi en être victimes. Il est possible que des parasites du cerveau provenant d'un animal infectent un être humain. Alors, en observant le comportement de ces rennes, on se demande si les humains qui vivent dans cette région devraient s'en inquiéter. En Suède, les gardiens de troupeaux de rennes ont 2 fois plus d'idées suicidaires que le reste de la population. Une épidémie cachée de parasites du cerveau serait-elle en train de pousser à la folie les personnes vivant au-delà du cercle polaire? C'est encore pire que d'être un zombie. Imaginez un village entier tourner en rond jusqu'à la mort. Mais la biologiste Karine Bondar ne pense pas que ces ongulés aient perdu la tête. Ces rennes se déplacent assez rapidement et de façon très coordonnée. Je ne pense pas qu'ils soient désorientés. Ce n'est pas un parasite. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font? En plein cœur de la toundra arctique, des rennes ont été filmées formant un tourbillon inquiétant et évoquant une danse mortelle. Mais selon Ashanti Davis, ces rennes agissent de façon logique et coordonnée afin de lutter contre un ennemi aussi futé que furtif. Certains animaux ont tendance à se déplacer en masse pour se protéger. De cette façon, il est plus difficile pour les prédateurs de les attaquer. Les poissons nagent en banc pour désorienter les prédateurs. C'est la même raison qui pousse les oiseaux à voler en nuée. Les rennes veulent rester groupés, alors ils tournent en rond tous ensemble pour former une sorte de cyclone. Mais quel prédateur pourrait bien venir menacer ces rennes ici dans la toundra arctique? La biologiste Jade Lovell découvre qu'il y a 1000 ans, les Vikings avaient déjà observé ces étranges cyclones de rennes. Une parade efficace contre les chasseurs humains.
On peut imaginer que les rennes aient développé ce genre de comportement en réponse à une menace que constituaient les chasseurs vikings. Les animaux les plus faibles se mettent au centre du troupeau, alors que les plus robustes se placent à l'extérieur et se mettent à courir à toute vitesse. On imagine que pour un viking armé seulement d'une épée ou d'une lance, ce devait être très compliqué d'attaquer un renne pris dans ce tourbillon. Les rennes pèsent jusqu'à 300 kg et ils peuvent atteindre une vitesse de 80 km/h. Au printemps, ils forment des super troupeaux qui peuvent réunir jusqu'à 500 000 individus. Alors qu'ils se sentent menacés, ils peuvent représenter un véritable danger pour les humains. Ce sont des animaux très imposants. Et comme tout le gros gibier du Grand Nord, les rennes sont capables de tuer un être humain en le piétinant. Imaginez que vous vous fassiez marcher dessus par une centaine de rennes. Une fois le troupeau passé, vous vous retrouvez écrasé comme un sac de patates. Oubliez Bambi. Partout dans le monde, malgré leurs yeux de biche, les cerfs sont très dangereux pour l'homme. Aux États-Unis, c'est l'animal qui fait le plus de morts chaque année. Plus que les chiens, les ours, les requins et les alligators réunis. Mais sur ces images de drone, rien ne semble menacer ce tourbillon de rennes. Les experts ne peuvent que spéculer sur la raison qui les fait tourner en rond de cette façon. Peut-être qu'ils ont senti un danger, quelque chose que nous, humains, nous ne percevons pas. Dans tous les cas, ces rennes n'ont pas l'air contents. Et ils sont prêts à tout pour protéger leur troupeau. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Maintenant, nous voici à Rückersdorf, près de Nuremberg, en Allemagne. 9 septembre 2020. Un habitant remarque une forme brillante qui se déplace dans le ciel. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? On dirait un objet métallique. Il reflète les rayons du soleil. Il se déplace de façon très étrange. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Il n'arrête pas de vriller. Ce n'est pas un objet volant ordinaire. Ça ne peut pas être un avion, car il n'a pas d'ailes. Ce n'est pas non plus un drone, sinon on verrait des hélices. Plus étrange encore, l'objet semble changer d'apparence en plein vol. Quelqu'un aurait pu fabriquer un avion qui change de forme pendant qu'il vole. Il n'y a aucun bruit de moteur. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Ça correspond en tout point à ce qu'on imagine quand on pense à un vaisseau spatial venant d'une autre planète. L'historien Craig Gottlieb a retrouvé un rapport datant de la guerre froide qui a traversé le rideau de fer en 1952. Il contient peut-être une explication sur la nature de ce mystérieux objet. À cette époque, en Allemagne, il y avait énormément d'ovnis qui étaient observés de part et d'autre du rideau de fer. Le dossier de la CIA déclassifié contient le témoignage sous serment du transfugeste allemand Oskar Linke. Cet ancien maire affirme avoir vu de ses yeux un objet volant de forme étrange. Il ne savait pas ce que c'était. Il dit que ça ressemblait à une poêle à frire. Un croquis illustre ce que Linke dit avoir vu, et notamment les deux occupants de l'appareil. Oscar explique que la partie centrale de l'appareil était mobile, ce qui pourrait expliquer qu'une fois en l'air, il pouvait changer de forme. En voyant cela, M. Link s'est dit « Ce que je suis en train de voir est peut-être top secret ». Il pensait être face à une nouvelle arme soviétique top secrète. L'historien militaire Martin Morgan a mis la main sur plusieurs rapports évoquant un engin volant extraordinaire développé par l'URSS, l'équipe. L'équipe ressemble à ce qu'on pouvait voir dans les vieilles séries télé sur les voyages dans l'espace. C'est un engin qui n'a pas d'ailes pour créer de la portance, mais qui utilise un autre système qui lui permet de voler. Les ingénieurs soviétiques prétendaient que le fuselage en forme de disque de l'équipe agissait comme une aile unique pouvant assurer suffisamment de portance.
Les réacteurs responsables de la poussée se trouvaient à l'intérieur de l'appareil. Il pouvait soi-disant parcourir de longues distances en vol avec de lourdes cargaisons et n'avait pas besoin de pistes pour atterrir. Mais les descriptions de l'équipe ne font jamais état de sa capacité à changer de forme. Peut-être que ce que l'on voit sur cette vidéo, c'est l'adaptation au XXIe siècle d'une invention qui date de l'Union soviétique. On se demande si c'est ça qu'on observe dans le ciel. En Allemagne, un objet volant non identifié apparaît dans le ciel et semble changer de forme en plein vol. L'ingénieur aérospatial Nick Householder est intrigué. L'objet semble ne pas avoir de forme clairement définie. La façon dont l'appareil se transforme laisse entendre que son enveloppe serait dotée de propriétés physiques inhabituelles. Ça me fait penser à quelque chose qu'on appelle les métaux à mémoire de forme. Ce sont des métaux qui peuvent changer de forme. Les scientifiques de la NASA réalisent des expériences avec le nitinol, un alliage de nickel et de titane à mémoire de forme. Le nitinol est l'ingrédient secret du prochain rover martien de la NASA. Ces roues en nitinol se déformeront en fonction des obstacles qu'il rencontrera sur la surface rocheuse de Mars, puis reprendront leur forme d'origine pour la suite de sa mission. Voici un câble en nitinol. A priori, il n'a rien de spécial. Mais ces atomes ont une particularité. Lorsqu'on les déforme, ils se souviennent de la position qu'ils avaient à la base. Vous pouvez le plier dans tous les sens, il revient toujours à sa forme d'origine. Ce qui est intéressant, c'est ce qui le fait revenir. On peut utiliser soit de la chaleur, soit de l'électricité pour libérer ces atomes et leur permettre de retrouver leur alignement d'origine. Donc si je prends ce briquet et que je chauffe le câble, j'approche la flamme, le câble va reprendre la forme qu'il avait au départ, droit comme un i. Je vais essayer de reproduire ce qu'on voit dans cette vidéo en ajoutant du nitinol à du papier aluminium. Je vais créer un matériau hybride qui aura la souplesse et le miroitement de l'aluminium, mais aussi la rigidité et la capacité de changer de forme du nitinol. Nick détermine que la forme d'origine du papier sera plate. Voilà, c'est prêt. Il déforme le réseau cristallin des fils et cette fois-ci, il va utiliser de l'électricité pour les stimuler et permettre à leurs atomes de revenir à leur position initiale et de reprendre leur structure cristalline d'origine. On a un matériau hybride capable de changer de forme. Il est possible que cet objet volant ait été fabriqué à l'aide d'un alliage à mémoire de forme, comme celui-ci. Les possibilités des alliages à mémoire de forme commencent seulement à être étudiées. La NASA a utilisé des métaux à mémoire de forme pour fabriquer des ailes qui changent de forme en plein vol. Le nitinol est aussi utilisé en robotique adaptative. On peut imaginer qu'il soit utilisé sur un muscle déformé. Si on lui applique un peu d'électricité, il retrouvera sa forme initiale. C'est la science-fiction qui devient réalité. Si on est autorisé à savoir ça, imaginez les progrès qui ont dû être réalisés en coulisses. Et si la prochaine étape, c'était de concevoir un avion qui, comme le T-1000, serait capable de changer d'état? Il existe peut-être un laboratoire de recherche super avancé qui a déjà réussi cette prouesse. Mais même un tel appareil serait identifiable par le bruit que feraient ses moteurs. En une fraction de seconde, la mystérieuse forme se volatilise dans le ciel sans faire le moindre bruit. En l'absence de preuves supplémentaires, les experts ignorent toujours qui a pu faire voler cet engin au-dessus d'une zone civile. On ne sait toujours pas qui a fabriqué cet appareil, ni dans quel but. C'est peut-être une question qui devrait nous inquiéter. C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h. À Canal D. Maintenant, Swindon, une ancienne ville marchande dans le comté de Wiltshire, en Angleterre. 24 mai 2020. Une caméra de surveillance filme l'intérieur d'une maison. C'est un salon tout à fait ordinaire, avec un canapé qui a l'air confortable. On voit le chat blanc de la maison qui se promène dans le salon. Attendez.
Wow. Lorsque la lumière s'allume, un fantôme semble apparaître. Attendez, c'est un chat, ça. Un chat apparaît sur le canapé, de nulle part. On dirait qu'il se matérialise progressivement. C'est un peu flippant. Comment un chat peut apparaître de nulle part? Il n'y avait rien et tout à coup, il y a un chat. Qu'est-ce qui se passe ici? À Swindon, en Angleterre, un chat fantôme semble apparaître sur le canapé d'un salon. L'analyste d'images Connor McCourt étudie cette étonnante vidéo. On assiste à l'apparition d'un chat sorti de nulle part. Là, ce sont ses oreilles. McCourt ouvre un logiciel d'analyse qui va lui permettre d'identifier les objets en mouvement. Il y a deux chats dans cette vidéo. Lorsque vous voyez ces lignes, c'est qu'il y a un mouvement, comme lorsque le chat saute du lit. Sur l'autre chat, il n'y a aucun mouvement. Rien n'indique qu'il s'agisse d'un être vivant. Alors de quoi s'agit-il? Ce qui est bizarre, c'est que la femme entre dans la pièce, elle regarde autour d'elle et elle ne semble pas remarquer le chat. Alors, soit elle n'est pas surprise de le voir, soit on voit quelque chose qu'elle ne voit pas. Est-ce qu'il est possible que la caméra ait filmé quelque chose que cette femme ne voyait pas? L'historienne Karen Bellinger apprend que la propriétaire des lieux n'avait pas vu le chat avant de visionner ces images. Mais elle a des raisons de croire que la caméra a capturé un phénomène supernaturel. Ce qui est troublant, c'est que la propriétaire de la maison avait un chat noir qui est mort 1 an avant que cette vidéo soit réalisée. Il s'appelait Blackjack. Et d'après cette dame, c'était sa place préférée sur le canapé. Les propriétaires d'animaux domestiques ressentent souvent la présence de leurs fidèles compagnons décédés. On raconte même que l'un des bâtiments les plus célèbres des États-Unis serait hanté par un chat. Des chats fantômes auraient été aperçus dans le Capitole à Washington. Certaines personnes affirment même avoir vu des traces de pattes de chat sur le sol. Pour les psychologues, les gens qui croient voir le fantôme de leur animal disparu souffrent d'hallucinations. Mais l'apparition visible sur cette vidéo n'est pas le fruit de l'imagination de son ancienne propriétaire. Qu'il s'agisse ou non d'un fantôme, il s'est passé quelque chose d'étrange dans ce salon. Selon le physicien Chad Orzel, la réponse se trouve dans les données de la vidéo. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer l'apparition de ce chat sur le canapé. Quand on regarde par la fenêtre, il a l'air de faire jour. Mais la vidéo indique qu'il est 21h30. Donc, c'est le soir. Les images sont en noir et blanc, ce qui indique que la caméra est en mode vision nocturne et qu'elle filme avec une lumière infrarouge. Dans l'univers, tout ce qui a une température supérieure à moins 270 degrés émet un rayonnement infrarouge. Les humains et les animaux à sang chaud ne voient pas ces rayons, mais peuvent les sentir sous forme de chaleur. Les objets nous paraissent colorés parce qu'ils reflètent la lumière que nous sommes capables de voir. Le même objet va refléter les infrarouges différemment, et les couleurs ne seront pas les mêmes sous une lumière infrarouge. Orzel monte une expérience pour savoir si le passage d'une caméra infrarouge à une lumière visible pourrait expliquer cette mystérieuse histoire de chat fantôme. J'ai le même genre de webcam de surveillance avec un mode vision nocturne automatique. Sur le canapé, j'ai installé une couverture au motif camouflage, un t-shirt bleu et un chien noir en peluche. On va éteindre la lumière. La caméra va passer en vision nocturne. Et on verra si ces 3 objets apparaissent différemment lorsqu'ils sont sous lumière infrarouge et sous lumière visible. La caméra d'Orzel révèle une fascinante métamorphose. Filmés en caméra infrarouge, les objets changent d'apparence. Ces 3 tissus qui ont l'air si différents à la lumière visible en viennent à se confondre sous lumière infrarouge. L'imprimé camouflage sur la couverture a totalement disparu. Le t-shirt bleu est pratiquement de la même couleur que la couverture. Et même notre petit chien noir a l'air beaucoup plus clair et se confond avec les 2 autres tissus. C'est peut-être le même effet qui a effacé le chat fantôme du salon de Swindon sous lumière infrarouge et qui l'a fait apparaître sur le canapé en mode jour.
C'est saisissant. Lorsqu'on est en vision nocturne, en noir et blanc, on ne fait pas la différence entre ces trois matières. On pourrait croire qu'il n'y a rien. Quand on rallume la lumière, la caméra réajuste ses réglages et les objets sombres réapparaissent. C'est presque de la magie. La technologie infrarouge de la caméra semble expliquer l'apparition de ce chat fantôme. Mais pour la propriétaire, cette vidéo est bien la preuve qu'il y a une vie après la mort des animaux et que son Black Jack adoré est revenu. Peut-être que le vieux chat de cette dame a décidé d'utiliser une de ses 9 vies.